Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mardi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne à l'animation de Côte-Nord Attitude. Bon midi Valérie. Bon midi Jean. Oui, on a encore plusieurs sujets, 4 entrevues à proposer dans les prochains instants à Côte-Nord Attitude. D'abord, on reçoit Valérie, le maire de Sept-Îles, Régent Porlier. On va parler principalement là de la création d'un collectif, sur agir pour l'avenir de Sept-Îles. Finalement, le maire est un peu surpris là, de cette démarche qui exclut les conseillers municipaux, lui comme maire, mais aussi les députés de la région, puisque c'est un comité qui a une vocation politique, celle de faire pression sur le gouvernement du Québec. Donc la réaction du maire Régent Porlier dans ce dossier à compter de 12h15 sur nos ondes. Ce sera très intéressant de voir comment on va procéder du côté de l'hôpital de Sept-Îles pour les travaux de 45 millions, Valérie, à l'urgence. Là, il y a des grands défis là-dedans. Hein? C'est un chantier. D'abord, on ne doit pas stopper le service, on peut pas fermer l'urgence. Il faut quand même tout reconstruire. Mais un des plus grands défis, c'est de garder des espaces de stationnement, parce qu'on va carrément enlever le stationnement qui est là près de l'urgence, sur la rue ou sur la rue de CHSLD. Non, ça doit être Franklin. Ah oui. Donc, de conserver du stationnement, c'est un des grands défis dans la planification. On sait que le ministre Barrette a réservé 45 millions de dollars. On est déjà en train de planifier les travaux sur le bâtiment principal à l'hôpital de Sept-Îles pour reconstruire l'urgence. Nathalie Mainville est directrice des services techniques et de l'hôtellerie pour l'ensemble des bâtiments du réseau de la santé sur la Côte-Nord. On la reçoit en entrevue vers 12h30. Ensuite de ça, on parle avec une étudiante de Sept-Îles qui a vécu tout un événement à Ottawa. Oui, tout à fait. Elle est allée du 6 au 9 mars dernier à la Chambre des communes à Ottawa. Elle a participé à l'événement Les héritières du suffrage. C'est Stéphanie Pitre. Il y avait plusieurs femmes qui ont participé à ça, mais elle a été une des 16 à être choisie pour prononcer un discours lors de cet événement-là. Donc, c'est quand même pas rien. Et elle s'intéresse beaucoup à la politique et c'est une féministe aussi très engagée. Donc, ça va être super intéressant là, de jaser avec elle de ses constats qu'elle a fait avec cet événement-là, puis de l'égalité aussi, des défis qu'ont les femmes en politique également. Donc, on va jaser avec elle de cette expérience et de tout ce qui en est ressorti aux alentours de 12h40. Il y avait beaucoup d'activités sportives cette fin de semaine sur la Côte-Nord. Toi et moi, on a manqué tout qu'un événement du côté de Port-Cartier. Le gala samedi soir du club de boxe Lady Era a été vraiment exceptionnel. Nous dit-on, l'ambiance, c'était full, hein? Il y avait 500 personnes au centre éducatif, dans le gymnase du centre éducatif Labrie. On va en parler avec Alain Bourassa du club de boxe Lady Era. On va parler de Boxentropie Trophy également. On veut de plus en plus s'impliquer là pour les causes liées à la santé du côté du club de boxe. D'ailleurs, on a fondé une fondation en santé Lady Era et c'est justement Nancy Lachance et Alain Bourassa, là, les gens du club de boxe qui ont fondé ça. Alors, il sera avec nous en fin d'émission, Alain Bourassa en direct pour un retour sur ce gala en fin de semaine, le gala de boxe du Lady Era du côté de Port-Cartier. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. D'abord, mentionnons que des manifestations syndicales contre le projet Optilab du ministre de la Santé s'organisent ce midi du côté de Port-Cartier et demain midi à Sept-Îles. Cette fois, c'est le syndicat APTS qui regroupe les technologistes en laboratoire de la Côte-Nord qui souhaite passer un message au ministre Barrette. Selon le porte-parole du syndicat, Sylvain Sirois, la centralisation massive de l'analyse en laboratoire s'amorcera le 1er avril
alors que les employés de la Côte-Nord relèveront du 6 Saguenay, non plus de celui de la Côte-Nord. Il rappelle que le gouvernement ne fournit aucune garantie sur le transport sécuritaire des échantillons qui seront plus nombreux à voyager de la Côte-Nord jusqu'au méga laboratoire Optilab à Saguenay. La Chambre de commerce et le syndicat des métallos défendent la création d'un collectif qui exclut les élus municipaux et les députés pour mettre de la pression politique sur le gouvernement concernant le développement économique. Les fondateurs du collectif Sait-il agir à venir répondent aux critiques du maire Régent Porlier. Le directeur général de la Chambre de commerce, Paul Lavoie, explique la démarche des 7 organisations membres du collectif. C'est pas une question de désaveu. Pour nous, c'est important que le comité soit exempt d'élus, donc apolitique, parce qu'on s'adresse à des élus. Il n'y a pas de politiciens dans le collectif qui s'adresse aux politiciens. On se voulait donc exempt de toute forme de partisanerie, quelle qu'elle soit. Le maire de Sept-Îles estime que la ville devrait faire partie du collectif au même titre que la commission scolaire, le cégep et les syndicats. Le coordonnateur des métallos, Nicolas Lapierre, croit qu'il faut éviter de tirer la couverte d'un côté. Notre cri du cœur, là, il est pour Sept-Îles, mais il est aussi pour l'économie. Les métallos rayonnent plus loin que Sept-Îles. La commission scolaire du fer aussi. Le cégep, on rayonne large aussi, là. Si on aurait invité le maire de Sept-Îles, il fallait inviter la mairesse de Port-Cartier. Puis après ça, est-ce qu'on invite le maire du Havre? Est-ce qu'on invite la députée Mme Richard? Est-ce qu'on invite Mme Gill? On a voulu éviter ça. Le collectif Sait-il agir à venir a écrit au ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcan, et planifie d'autres actions dont certaines seront ouvertes aux élus de la région. La mairesse de Port-Cartier, Violaine Doyle, interpelle le premier ministre Justin Trudeau dans le dossier du bois d'œuvre. Elle profite de la Journée internationale des forêts aujourd'hui pour inviter Trudeau à conclure rapidement un accord avec son homologue américain. Madame Doyle craint que la menace d'imposition de droits compensatoires et anti-dumping par les Américains sur les exportations canadiennes de bois menace des emplois à Port-Cartier. Violaine Doyle siège sur le comité forêt de l'Union des municipalités du Québec. Selon la mairesse de Port-Cartier, le Québec a fait ses devoirs en révisant son régime forestier pour répondre aux règles de libre marché. Madame Doyle souhaite maintenant que ces efforts soient reconnus dans une entente entre le Canada et les États-Unis. Elle demande aussi au gouvernement fédéral de soutenir les communautés dépendantes de la forêt au Québec et les compagnies forestières par des garanties de prêt. Le directeur de la salle Jean-Marc Dion, Stéphane Dubé, a été élu dimanche président du conseil d'administration du réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec. Le Rosec tenait son assemblée générale annuelle et sa rencontre du printemps du 16 au 19 mars à Rivière-du-Loup. Plusieurs artistes ont présenté 13 vitrines de spectacles pour les responsables des programmations de salles. La rencontre du printemps a été ponctuée d'échanges professionnels, de formation et de réunions de programmation. Champion Iron a besoin de près de 300 millions de dollars pour démarrer les opérations de la mine de fer du lac Bloom. Devant 130 personnes réunies par la Chambre de commerce de Sept-Îles hier, le chef des opérations a affirmé que tout est mis en œuvre pour trouver le financement d'ici l'été. Monsieur David Catafort s'est contenté donc de présenter le projet et les améliorations apportées pour assurer sa rentabilité. Il a parlé des étapes vers la réouverture de la mine située près de Fermont. Champion Iron embauche déjà 48 personnes pour l'entretien du site et des équipements. Les effectifs pourraient augmenter à 480 personnes dès l'automne si la compagnie trouve les fonds pour le démarrage de la mine Bloom. Les difficultés de recrutement du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord pour certaines professions, comme psychologues et infirmières, irritent autant les gestionnaires du réseau que les syndicats. La pénurie de personnel et l'obligation de réaliser du temps supplémentaire doit faire l'objet de solutions concertées, selon la présidente du syndicat des intervenants en santé, Nathalie Savard. Le président et directeur général du CIS Côte-Nord, Marc Fortin, croit qu'il faut innover pour recruter et garder nos professionnels de la santé dans la région. Il avoue que la Côte-Nord souffre d'une dure pénurie d'infirmières, de travailleuses sociales et même de préposés dans les CHSLD. Le PDG du CIS Côte-Nord, Marc Fortin, estime que la nouvelle réalité, après un exercice de maraudage, simplifie les relations entre l'employeur et les travailleurs du réseau, puisqu'il ne reste plus qu'un syndicat par catégorie d'emploi.
Et puis, plus de 500 personnes ont assisté au gala de boxe du club Lady Era à Port-Cartier samedi. Les organisateurs sont très satisfaits de la qualité des combats, de l'ambiance et de la participation. Des boxeurs jeunes et adultes d'Alma, Chicoutimi, Québec et de la Côte-Nord se sont livrés 14 combats. Le duel entre Alain Desrosiers de Port-Cartier et Michael Côté de Saguenay a soulevé la foule, tout comme la finale, le dernier programme de la soirée, là, remporté par Guillaume Lamarche du Nordic Fight Club de Sept-Îles. La carte prévoyait 3 combats par des jeunes de 12 à 14 ans et 2 combats de filles. La visite du boxeur professionnel de Québec, Kevin Bizier, a été appréciée. Selon le promoteur Alain Bourassa, le gala de samedi a été le plus réussi depuis la fondation du club Lady Era de Port-Cartier. Alain Bourassa sera avec nous en fin d'émission Côte-Nord Attitude, mais dans quelques instants, c'est le maire de Sept-Îles, Régent Porlier, qu'on reçoit à notre émission. Attitude. La production Traiteur Bistrot vous offre la gastronomie abordable à emporter selon vos besoins. Avec la boîte à lunch, un bon repas sans avoir à se déplacer pour vos convives et collègues. Peu importe l'événement, nous avons le menu approprié livré à l'endroit de votre choix. Avec le cocktail dînatoire, la formule parfaite et décontractée pour vos 5 à 7 anniversaires et événements de toutes sortes, question de bien manger sans passer des heures à table. Événements, réunions, réceptions. La production Traiteur Bistrot a le service qu'il vous faut. Pour plus d'informations, visitez laproduction.ca 960-0960. La fête de ton plus grand arrive à grands pas. Tu sais pas quoi lui donner? Tu dois rentrer ton auto au garage, tes comptes ne cessent de s'empiler. Et ça, c'est sans parler de l'hypothèque qui gruge une bonne partie de ta paye. Et malgré tout, toi aussi, tu veux une vie incroyable. Oui, tu le peux. C'est facile et surtout possible grâce à Boutique Attraction. Une nouvelle façon de magasiner qui te fera faire de véritables économies. Avec la Boutique Attraction, tout est à un minimum de 50% de rabais. Qu'une seule adresse pour te faire sourire, boutiqueattraction.com. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. C'est une conférence de presse qui a eu lieu au Cégep, en fait au pavillon Alouette, près du Cégep de Sept-Îles, vendredi. On a créé un collectif Sept-Îles Agir Avenir. 7 organisations, là, dont le Cégep, la commission scolaire, la Chambre de commerce a initié ça. Il y a 2 syndicats, la FTQ, le syndicat des métallos, qui en font partie de ce nouveau collectif là qui veut agir pour la relance économique de Sept-Îles. Mais on n'a pas invité la ville de Sept-Îles, ses élus, le maire et les conseillers. Il est avec nous, Régent Porlier, bonjour. Oui, bonjour. Ta première réaction, Régent, quand tu as vu ça vendredi, un événement de la Chambre de commerce que t'es pas invité, c'était pas la première fois, mais dans ce contexte-là, c'est un peu curieux que la ville ne fasse pas partie. Dans ta tête à toi, c'est ridicule, quoi. Bon, ridicule, je vais te le laisser. Moi, je vais dire que c'est un non-sens, là. Puis c'est dur de tenir un discours comme celui-là. C'est de dire finalement, et j'écoutais l'entrevue hier, là, Nicolas, pour qui j'ai beaucoup de respect, là, syndical, il dit bon ben tu vois, non c'est pas ça, mais on voulait ça apolitique, mais c'est pour faire de la représentation politique. Finalement, on regarde les joueurs autour de la table. Tu en parlais hier, tu sais, Rodrigue Vigneault, c'est quoi? Ça fait pas un peu de politique qui fait. Le FTQ fait pas de la politique. Les métallos font pas de la politique. Pour moi, c'était un peu n'importe quoi comme maintenant il fallait se justifier quelque part, là. Mais imagine-toi, j'écoutais puis Nicolas disait c'est les représentants de ce groupe-là, les représentants de ce groupe-là. T'as le représentant de la communauté, qui est le maire, puis qu'on pense que c'est pas important. Puis ce qui me je sais pas, je devrais dire ça, mais ce qui me blesse le plus dans ça, ça a jamais été simple, puis tout le monde le sait là depuis mon élection. Puis je suis arrivé en pleine, je dirais, cette distorsion avec le projet de la mine Arnaud. J'avais beau dire que je disais pas non au projet, depuis 3 ans, mais ceux qui veulent que je dise non au projet disent ce gars-là il est contre le développement, il était contre la mine, alors que je l'ai jamais dit nulle part. J'ai même rencontré les gens de mine Arnaud, je dis regarde, moi, des préoccupations, je te les exprime. Y a-tu moyen de regarder ça ensemble? Mais c'est pas ça qu'il fallait tenir comme discours. Fait que on part de là. Donc, 3 ans, là, où est-ce qu'on a eu... Tu sais, on peut dire que c'était pas toujours... Il y a toujours eu un froid avec la Chambre de commerce, le milieu économique, et le maire, quoi, dans ton mandat, là. Heureusement, pas avec tout le monde, parce que quand même, les gens, j'espère, les gens qui m'ont vu aller depuis 3 ans, ils disent, non, mais regarde, c'est pas vrai, d'abord que c'est un anti-développement.
je suis à peu près dans tous les dossiers possibles pour essayer de faire débloquer différentes choses. Mais c'était le discours qu'il fallait tenir si on voulait pas que le maire finalement pas reconnaître finalement ce que fait le maire. Mais là, je pouvais pas voir autre chose que ça. Moi, la semaine passée, je dis voyons donc. Il y a quelques mois, la dernière controverse sur le fait que les médias disaient qu'il brillait par son absence là, lorsqu'il avait organisé la dernière conférence de presse. C'était concernant Mine Arnaud, c'était un cri du cœur du milieu économique. Là, on avait regroupé un bon 200 personnes au 3 mois café et on n'avait pas invité le maire, effectivement, d'un dossier économique majeur pour la ville. Là. D'abord, souviens-toi, j'étais à l'extérieur pour un congrès de la FQM. On m'avait pas invité, on m'avait pas appelé pour me parler de rien de ce qui s'organisait. Ça, c'était une chose. Mais après, on s'est rencontrés quand même avec la Chambre de commerce. On a eu 2 bonnes rencontres, mais vraiment 2 bonnes rencontres. Puis on avait besoin de les avoir, ces rencontres-là. Puis, quand je suis sorti de là, on m'a dit être extrêmement satisfait de ces rencontres. Tellement la première, qu'on dit, hey, c'était le fun qu'on se parle à livre ouvert, là, tu sais, puis qu'on se dise les choses, puis les vraies choses, puis tellement qu'on en a fait une deuxième. Encore là, c'est une bonne rencontre. Et moi, je me dis, quand je sors de là, puis là, le message qu'on me dit, il faut travailler en équipe, j'ai dit, écoutez, moi, ma porte, ça fait 3 ans qu'elle est ouverte à tout le monde qui veut la franchir. Fait que quand vous voulez, vous la franchissez, on se parle, puis on n'est pas obligé d'être toujours d'accord, mais on va se parler, puis on va essayer de convenir de ce qui est le mieux pour tout le monde, là, puis c'est correct. Fait qu'on a 2 bonnes rencontres comme celle-là. Et là arrive la conférence de presse, j'apprends qu'il y a une conférence de presse, puis c'est pour l'emploi. Puis je vais te dire... Tu y étais quand même vendredi. Je suis allé parce que là, la première chose qui a été, encore une fois, la réaction, on aurait rajouté une couche, on a dit, encore une fois, il brille par son absence. Fait que naturellement, puis en plus, c'est pour défendre les travailleurs. J'ai fait ma vie là-dedans, défendre les travailleurs. J'ai fait ma carrière là-dedans. Puis imagine-toi, le syndicat... Il m'appelle régulièrement, il me dit, Régent, regarde, on a un dossier. Je suis allé justement rencontrer les gens le représentant de la FTQ il n'y a pas si longtemps. Toute la question de l'exode, la question du fly-in, fly-out, entre autres chez Hydro-Québec. Puis là, on dit, on va travailler ensemble à leur demande. On va travailler ensemble, bien sûr. Puis là, on convient ensemble du plan de match. Faut aller chercher des informations pour monter notre dossier. Sans problème, on se rend disponible. Dossier Optilab, ben, j'y suis ou j'y suis pas. Au fait, où est la Chambre de commerce dans le dossier Optilab? Ouais. Où elle est? Mais, donc, je suis là à chacune des occasions pour défendre les travailleurs. Et là, on parle d'emploi. Mais là, non, ça va être une petite démarche apolitique. Moi, ce que j'ai cru comprendre quand même, là, c'est on a agi d'urgence, là. On a réagi, en fait, à la fermeture de Trinor. C'est un peu ce qu'on nous a expliqué. Ça s'est fait rapidement, la création de ce comité-là. Mais on a quand même, j'imagine qu'il y avait le symbolique, là, 7 organisations parce qu'on est à Sept-Îles. Mais, quand tu penses, même le port était là, tu sais, le port. Parce que comme tel, la création d'un collectif qui vient du milieu économique, éducation, et autres, là, pour parler d'économie, pour mettre de la pression sur le gouvernement, c'est pas négatif pour cette île, ça. Écoute, on peut pas être contre le fait de dire on s'assoit ensemble puis on travaille un plan de match. On se donne une stratégie pour l'emploi de façon générale, pour la démographie sur la Côte-Nord, on va se donner une stratégie, puis j'en parlais même au ministre Arcan. Là, je souhaite qu'on travaille sur un plan d'action. OK? La romaine va se terminer à un moment donné. Est-ce qu'on pourrait, l'étape suivante, dire, bon, ben regarde, on va compléter la route, là, notre 138, ça va faire travailler du monde, au moins, on va s'assurer de mobiliser nos gens de la construction à tous les niveaux. Les 3 grandes demandes du collectif, ça a déjà été fait par les élus, finalement, là, la table des préfets puis tout ça, quand on parle d'un fonds de 25 millions de dollars, de devancer des contrats de travaux publics. D'abord, Jean, tu me dis, excuse-moi, tu me dis tantôt, tu sais, c'était dans l'urgence d'agir. Je suis jamais plus loin qu'un coup de téléphone. Jamais plus loin que ça. Tout le monde qui veut me rejoindre. On se parle, on regarde ensemble. Mais la décision que ce soit apolitique, on l'a peut-être pris rapidement, non? Moi, je te dis, là, c'est comme quelqu'un me donnait l'analogie. Les Patriotes qui ont gagné la dernière coupe, là, ben, ils vont à Maison-Blanche, mais Brady est pas là. Ouais. Je dis pas que je suis l'étoile montante, là, pour ces gens-là, pour tout le monde, en tout cas. Mais à quelque part, tu dis, c'est un travail d'équipe, là. Est-ce qu'on fait un travail d'équipe? J'écoutais aussi hier, on disait, bon, les élus, je pense pas qu'on a froissé personne, mais vous l'appellerez Mme Richard, vous me demanderez ce qu'elle pense de ça. Parce qu'elle m'a parlé, moi, Mme Richard. Elle dit, c'est drôle, on nous interpelle régulièrement pour faire de la représentation, mais on nous parle pas de ça. Puis là, on dit, quand on aura besoin de vous autres, so what, on vous appellera. C'est, à quelque part, là,
pour moi, ça manquait de classe. Je le dis comme je le pense. Puis, je trouve ça dommage. Naturellement que je suis pas le gars qui va m'en aller bouder dans mon coin, là. Regarde, moi, j'ai toujours travaillé pour la communauté, puis je vais continuer de le faire. Écoute, table d'emploi régional pour la main-d'œuvre, j'y suis depuis le début avec le ministre Arcan. Moi, je vous invite à communiquer avec les gens qui sont autour de cette table-là. Demandez-leur si le maire de cette île a un rôle important à cette table-là. Demandez-leur. Prenez le temps. La table pour les retombées économiques et le dossier de la Romaine, je vous invite à appeler Madame Nadeau qui nous donne un coup de pouce, la spécialiste dans les retombées économiques. Demandez-lui si elle pense que le maire de cette île amène une contribution positive pour aller chercher des retombées pour le dernier droit qui s'en vient pour la Romaine. Demandez-leur. Fait que, tu sais, moi, les efforts, je les ménage pas. À toutes les fois que je vais à Québec, je prends du temps pour aller m'asseoir avec le Plan Nord, parler des différents dossiers, des différents projets. Fait que, il y a un non-sens. Puis une fois qu'on a dit ça, ben, je vous laisse deviner qu'est-ce qui peut amener à ça. Justement, Régent Poirier a annoncé ses couleurs. Il sera candidat pour renouveler son mandat comme maire en novembre 2017. Ça s'en vient assez vite. As-tu l'impression que il y a quelqu'un à la Chambre ou dans les organisateurs, dans ces 7 organisations-là, qui est en campagne électorale finalement, ou la Chambre elle-même, ou quelqu'un à la Chambre? Moi, ce que je leur souhaite, sincèrement, c'est de travailler très fort pour pas trop avoir de candidats. Hein, la prochaine fois, pour pas dire... Parce qu'en sortant, souvenons-nous, en sortant de l'élection, je me souviens d'un certain M. Vigneault, moi, il disait, oubliez pas, Monsieur le maire, vous avez été élu juste avec 30% de la population. Il y avait quand même 5 candidats, là, puis, dont lui. Mais de toute façon, les gouvernements sont souvent élus comme ça. Alors, j'espère... Moi, j'ai annoncé que je me présentais, puis je vais y aller. Puis, moi, je fais totalement confiance à la population. Elle prendra ses décisions, la population. Puis si elle pense qu'il y a quelqu'un qui peut être mieux, elle prendra quelqu'un qui peut être mieux. Puis moi, j'aurais l'impression que j'aurais fait ce que je pouvais. Mais je trouve malheureux qu'on ne peut pas faire la différence lorsque c'est important pour une population. L'intérêt collectif, de pas être capable de dire, on va s'asseoir, comme on se l'était dit, malheureusement. Tu sais, moi, j'ai une corporation qui est dans ce mouvement-là, la Corporation de développement économique. C'est une corporation de la ville, oui. De la ville, une corporation municipale. À quelque part, la ville est un peu représentée. J'ai le président de la Corporation de développement économique cette île qui parle d'un fonds de développement de fonds d'urgence de 25 millions. Moi, je sais pas, il me semble que ça aurait au moins nécessité qu'on s'en parle un petit peu. Comment tu vois ça, le fonds d'urgence? Parce que tantôt, là, ça peut être assez complexe, ça, un fonds d'urgence pour aider une entreprise qui va moins bien. Comment tu vas faire ça sans t'interférer dans la libre concurrence? Par contre, puis ça, je l'entends depuis le début, ça fait au moins 2 ans que je l'entends, on avait rencontré le ministre Daou pour ça. En disant, au début, on avait parlé d'un fonds. Et le ministre Daou, il dit, moi, ce que je vais faire, il dit, je vais dégager une personne qui va s'occuper, vous autres, plus particulièrement, c'est M. Chiasson, là, Jacques Chiasson, il va être plus sur le terrain, puis on va vous accompagner. Ce qu'on me dit aujourd'hui, regarde, ça faisait pas un job, les programmes sont pas adaptés. Mais pourquoi tout le long de ça, depuis ce temps-là, il n'y a pas quelqu'un qui vient frapper à ma porte et dire, hey, Régent, je sais que ça va pas bien pour tout le monde, là. Ça, c'est clair, là. On est à une période plus difficile, puis heureusement, on a des beaux signaux qui s'en viennent, mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui débarque, là, qui vient voir le maire et qui dit, regarde, quand on dit le programme fonctionne pas, puis on va te montrer pourquoi, là, on va être capable d'aller voir le ministre puis lui dire, c'est ça qui marche pas dans ton programme. Là, je vais être capable de faire de l'intervention, mais de débarquer comme ça, boum, il n'y a rien qui va bien, tes programmes fonctionnent pas, puis on veut un fonds de 25 millions. Il y a des choses que oui, dans le message que j'entends qui sont positives, c'est l'histoire de tenter, quand on peut le faire, de devancer les travaux. J'étais bien content d'apprendre pour l'urgence, entre autres, là, qui va... Oui, ça va prendre un peu de temps avant que ça se mette en place, mais quand même, c'est des bonnes nouvelles. Les autres bonnes nouvelles qu'on a, c'est quand même pas tout mauvais, là. On a quand même pas... C'est pas vrai que c'est tout négatif. D'ailleurs, ils le disent. Le champion hier midi qui faisait des pas, le prix du fer se redresse. Il y aura éventuellement des emplois qui vont découler de ça dans les prochaines... peut-être pas la prochaine année, mais la suivante. Ben, écoute, moi... C'est ça les bonnes nouvelles, non? Moi, ça, c'est l'autre côté que je trouve... pourquoi pas prendre le temps de se parler quand on dit stratégique un peu, là? Il y a un autre aspect qu'il faut jamais négliger dans ça. L'économie, à quelque part, là, il y a beaucoup une question de confiance dans l'économie. Cette confiance-là, depuis un certain moment, elle se rebâtit. OK? Avec toutes les bonnes annonces qu'on a eues, quand même, la Pointe-Noire, c'est réglé. Hein? Enjeu numéro 1, là, il est réglé.
Ça veut dire que tantôt, on a un outil de développement qui est à notre disposition, puis c'est en train de se mettre en branle. Les investissements palpables sont longs quand même. Non, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps... des postes affichés à part Tata Steel, là, présentement. Écoute, je suis d'accord, OK? On va se le dire, là. C'est dur pour des personnes présentement, mais en même temps, il y a une certaine confiance qui se rebâtit. Moi, j'appelle ça comme ça, avec les bonnes annonces. Mais cette confiance-là, là, a fait en sorte que quelqu'un, tantôt, va peut-être dire, oui, je vais l'acheter, mon camion. Ça s'en vient, c'est pas si pire, c'est en train de se bâtir, ça peut être un peu long, mais oui, je vais peut-être acheter. Mais oui. si ton discours c'est de dire on va tout planter tantôt, là, c'est-tu positif pour l'économie, puis pour les membres de la Chambre de commerce, de façon générale, les restaurateurs, les autres, en quoi est-ce que ça les aide, ça, présentement? Moi, je pense que c'est pas bon, mais ça, c'est mon impression. Peut-être que j'ai une mauvaise analyse. Une chose est sûre, c'est que, oui, il y a des gens qui ont mal présentement, qui ont de la difficulté, ce qui nous empêche pas d'y travailler, puis de continuer d'y travailler ensemble, en se donnant d'une stratégie, puis en faisant des interventions aux bons endroits, mais bien ciblées. Oui, ça peut se faire, mais ça se fait en équipe. Et c'est pas vrai que ça peut se faire juste par une partie. Ceci étant dit, l'entrevue qu'on vient de faire ensemble, celle d'hier aussi, c'est dit bien des choses là par Paul Lavoie et Nicolas Lapierre, les porte-paroles du nouveau collectif Sept-Îles Agir Avenir. Est-ce que c'est irréconciliable maintenant? Est-ce qu'on va être en guerre? Il va y avoir un conflit entre la Chambre de commerce et le maire de Sept-Îles jusqu'à l'élection de novembre prochain? Ou si on va s'asseoir là puis peut-être construire, travailler pour le peuple, comme on dit, et pour la création d'emplois, peut-être? En tout cas, moi, ensemble, c'est possible? C'est ça l'affaire, parce que, comme tu dis, ensemble, moi, j'y ai jamais arrêté. Puis comme je te dis, ma porte a toujours été ouverte. Quand j'ai annoncé que je me représentais... Il n'y a pas eu de rencontre là, depuis vendredi, l'annonce d'un collectif. Pas eu de communication directe avec la Chambre ou ces gens-là, non? Non, la Chambre m'a pas appelé, puis je me disais, bon, peut-être qu'ils le feront. Mais une chose est sûre, l'intérêt, c'est de travailler ensemble. L'intérêt. Mais moi, je leur ai dit, quand je les ai rencontrés, les deux bonnes rencontres qu'on a eues, je les ai dit, regardez bien, travailler ensemble, j'ai aucun problème avec ça. La seule chose que je vous demande, c'est qu'on planifie les choses ensemble. C'est pas qu'à un moment donné, tu te lèves, là, puis tu dis, bon, on l'a fait, là, maintenant, mais parce que le monsieur le maire, là, on va chez monsieur le maire, regarde, là, moi, je fais des rencontres politiques régulièrement avec des gens qui peuvent faire la différence dans plusieurs dossiers. C'est pas vrai que la stratégie, on peut écarter un maire de stratégie pour voir à la relance de cette île. Écoutez, je pense que j'ai travaillé quand même, puis je mets beaucoup d'énergie dans la table entrepreneuriale. L'espace entrepreneurial, on arrive avec cinq entrepreneurs de Thetford qui sont venus nous autres à Thetford, puis on dit wow, il y a un setup là qui est super. Est-ce qu'on peut en faire un, notre couleur ici? C'est pas de se dire est-ce qu'il va y avoir du monde pour l'utiliser? C'est mettons un setup en place, la ville va supporter ce setup-là. Il y a même une ministre qui a dit qu'il supporterait ce setup-là, avoir un espace entrepreneurial. Donc, on va avoir de l'aide, c'est clair, au niveau du gouvernement, pour tenter de stimuler l'économie d'une façon. Oui, c'est du moyen, du long terme, mais il faut le faire. Et en même temps, j'ai l'impression que ça va être le thème de la prochaine campagne électorale municipale, le développement économique à cette île, considérant le contexte. Régent Porlier, un gros merci pour ta présence en direct à Côte-Nord Attitude ce midi. C'est moi qui vous remercie, puis la porte est encore ouverte. Et j'espère que les gens vont la prendre pour les bonnes raisons. Pas dire, quand j'ai besoin de toi, je me sers de toi. Regarde, viens t'asseoir, puis on va parler comment on veut faire les choses pour que cette île ait un bel avenir. Puis moi, je vous le dis, j'ai aucune inquiétude que cette île ait un bel avenir. Mais là, oui, il y a des gens qui ont mal. Assoyons-nous, puis regardons sur quoi on peut travailler. Parce que le lendemain, de la fermeture de Trinard, je me permets d'étirer, le lendemain de la fermeture de Trinard, moi, j'ai appelé Alouette, que je savais qu'il y avait des contrats qui s'en venaient. J'ai dit, pour les emplois, moi, ce qui me fatiguait le plus, c'était les emplois. Mais il dit, regarde, Jean, l'ouvrage est encore là. Il y a quelqu'un, il va falloir qu'il la fasse. Donc, moi, c'était de m'assurer, puis je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là, justement, avec la Comax, entre autres, là, qui fait un bon travail, avec la grande industrie, s'assurer que le travail qui est ici, qu'on puisse faire travailler des gens de chez nous. Pour moi, là, le court terme, c'est ça. Puis ils sont là, les contrats, puis il faut qu'ils se donnent. Donc, de s'assurer que nos gens vont travailler. Il y a des choses à faire autour de ça. Parce que sinon, là, qu'est-ce qu'on demande, là? C'est quoi, là, clairement, là? De quoi, là, vite, tout de suite, là? À part de s'assurer que la job qu'il y a à cette île, on puisse en profiter au maximum en attendant que le reste se mette en marche.
Eh bien, dans quelques instants, on parle d'un gros chantier qui va représenter des défis importants pour l'urgence de l'hôpital de Sept-Îles. On se demande où est-ce qu'on va avoir du stationnement. On va peut-être demander l'hôtel de ville, finalement, parce qu'on a vraiment un sérieux problème à planifier tout ça, là. Nathalie Mainville est la cadre supérieure du réseau de la santé responsable du bâtiment. On la reçoit en entrevue dans quelques instants. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Sept-Îles Embellissement Nutri de Côte-Nord. Vous pouvez maintenant créer votre propre forfait tout inclus. Et celui-là, il va durer bien plus longtemps qu'une semaine. Et même pas besoin de vous rendre à l'aéroport. Il suffit de passer au trio illimité de Cogeco dès aujourd'hui. Obtenez Internet Ultra Fibre 40 illimité, 30 chaînes télé de votre choix, l'enregistreur TiVo gratuit et la téléphonie résidentielle. Tout ça pour seulement 69 $ par mois pendant 6 mois. Des conditions s'appliquent. Tout un divertissement, tout inclus, tout de suite. Passez à Cogeco. Passez en mode épatant. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Il y a eu une annonce importante, l'urgence de Sept-Îles sera reconstruite d'ici 2021. Le ministre Barrette a annoncé des investissements de 45 millions de $. Ça fait beaucoup de transformations de bâtiments quand même sur une décennie là. Pour Sept-Îles, on vient d'agrandir la résidence Gustave Gauvreau également là. Nos aînés sont déménagés. On va parler de tout ça avec Nathalie Mainville qui est directrice des services techniques et de l'hôtellerie au 6 Côte-Nord, le Centre intégré de santé et de services sociaux. Je pense qu'elle connaît bien le bâtiment de Sept-Îles. Bonjour, Madame Mainville. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. On parle d'un vaste chantier qui s'en vient de 2019 à 2021. Ça se planifie, mais on va parler d'abord du bâtiment Gustave Gauvreau. On a déménagé des aînés cette semaine dans des nouvelles chambres toutes neuves. C'est en train de se transformer, le réseau de la santé chez nous. Oui, mais dans les faits, à Sept-Îles, l'ancien C3S de Sept-Îles avait produit en 2008 un plan directeur immobilier. On avait fait l'ensemble du tour des besoins de la population dans tous les programmes et tous les services qu'on offre directement sur la Côte-Nord au niveau régional et à Sept-Îles localement. Et suite à ça, il était ressorti qu'il nous manquait pas mal d'espace pour offrir les services de façon sécuritaire et convenable pour la population. Donc, on avait proposé au ministère de faire de grands chantiers, dont la résidence Gustave Gauvreau, l'urgence et le bloc opératoire là, qui était considéré prioritaire pour la localité. Et ça a pris du temps à avoir les autorisations par rapport à la résidence Gustave Gauvreau, mais une fois qu'on a eu les autorisations, on a pu enclencher l'ensemble des projets immobiliers là, pour la localité de Sept-Îles. Mais là, c'est du sérieux. Le ministre nous a dit en conférence de presse que l'argent était vraiment disponible. Là. Vous êtes vraiment en train de planifier une dépense de 45 millions de $. Là. C'est du concret, là. Oui, dans les faits, il n'y a pas dit de fausseté parce qu'on a eu notre première rencontre avec la SQI qui va être le chargé de projet ou le porteur de projet pour l'urgence. Et la première rencontre s'était tenue en février avec eux. Donc, eux avaient déjà eu la commande de commencer le projet. Donc, on a eu notre première rencontre avec eux et tout dépendait de l'annonce ministérielle là, pour enclencher tout le processus. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle, Madame Mainville, mais quand même, l'annonce est venue assez concrètement, rapidement. Je pense que quand il a visité, là, pas ce qui est venu couper le ruban à Gustave Gauvreau récemment, mais la visite précédente du ministre Barrette, il est allé voir l'urgence. Ça parle, là. Dans le fond, on est à la limite du fonctionnel actuellement, l'urgence de Sept-Îles. Oui, c'est très dysfonctionnel. Il y a peu d'espace. Le poste de travail est pas adapté non plus pour le personnel médical, le personnel infirmier. Quand on regarde au niveau des zones de civière, c'est pas très confidentiel non plus. La zone d'ambulance également, il manque d'espace. La zone de triage, vous l'avez vu, la petite salle d'attente qu'on a pour les gens qui viennent s'inscrire à l'urgence et qui sont triés. Donc tout ça est pas très fonctionnel et on n'était plus capable d'apporter des travaux, d'agrandir par en dedans dans les faits parce que l'urgence est très excentrée par rapport au bâtiment. Elle est comme à part. Oui. Donc c'était vraiment difficile d'améliorer la situation actuelle. Faut dire que l'hôpital à Sept-Îles
Sept-Îles, ça date quoi? Du début des années 60, si je me souviens bien. L'urgence, là, c'est la même chose finalement. On a la même urgence depuis qu'on a construit ce bâtiment-là, là. Oui, exactement. Donc, quand on est parti de l'hôpital du 3000, moi, j'étais pas là dans ce temps-là, là, mais quand on est parti de l'hôpital du 3000, ben, c'est le bâtiment initial avec la construction et l'urgence à ce moment-là. Il y a quand même beaucoup de choses à planifier, hein, dans les prochains mois, dans les prochaines années. On parle de refaire l'urgence. Là, déjà, on a libéré, quoi, les gens qu'on a déménagés dans les 35 chambres neuves à Gustave-Gauvreau. Ça libère de l'espace dans l'hôpital, là. Oui, ça libère la résidence Urgel-Pelletier qui était au 2e étage. Le plan directeur immobilier prévoyait déjà des réaménagements et des déménagements de d'autres services. Dans cet ordre d'idée-là, c'est la psychiatrie interne normalement qui devrait déménager dans la résidence Urgel-Pelletier. Et après ça, il va y avoir du chamboulement dans les services pour permettre la construction de l'urgence là, dans le stationnement des employés où est située l'ergothérapie la réadaptation dans le fond. Le coin là, du stationnement des employés, là, l'urgence devrait être positionnée là. Ça veut dire que les travailleurs de notre centre de santé à Sept-Îles vont être dans un chantier pendant quasiment 10 ans, là? Ben, dans les faits, ils vont être dans un chantier au moins 2 ans pendant la construction de l'urgence et peut-être les réaménagements avant, dépendamment du choix qui sera fait par la Société québécoise des investissements. Est-ce que, par exemple, on peut commencer les chantiers dans la résidence Urgel-Pelletier pour faire des travaux pour réaménager la psychiatrie interne, ou bien on va tout le faire en même temps avec la construction de l'urgence? Ça sera des propositions qui seront faites là, au comité directeur quand on va commencer les travaux avec la SQI. J'imagine que dans cette planification-là, il y a un souci. En fait, l'urgence, on peut pas la fermer. Le service doit rester en tout temps. Il faut pouvoir planifier en conséquence. Ben, dans les faits, l'urgence actuelle va continuer et comme c'est pas un agrandissement de cette urgence-là puis qu'elle est complètement dépositionnée, ben, ils vont pouvoir continuer jusqu'à la fin de la construction. Donc, on va se donner un plan de match avec des étapes. On va probablement commencer par l'espace qu'on a libéré au 2e étage. Oui, exactement. Probablement que ça va être la séquence la plus efficace et la plus fonctionnelle pour tout le monde. Concernant l'urgence, on refait tout, quoi, le garage pour les ambulances. C'est vraiment de l'espace qu'on a besoin. On va même voler le stationnement à côté, là. Dans les faits, c'est ça. On construit une nouvelle urgence qu'on vient greffer au bâtiment actuel. Donc, l'entrée devrait, dans les plans préliminaires, là, l'entrée de l'urgence devrait se situer à l'arrière de l'hôpital et l'accueil admission serait localisé où est actuellement le service de réadaptation. Et après ça, on s'en irait dans le stationnement pour aller chercher la portion là, du nouveau bâtiment de l'urgence. Bon, est-ce qu'on anticipe un problème après ça pour stationner les voitures? C'est déjà compliqué de se rendre à l'hôpital, même dans les rues avoisinantes. Là, le stationnement est géré par des affiches. C'est pas toujours facile, se stationner, même pour vos travailleuses, vos employés? Oui, c'est le grand défi qu'on va avoir dans ce projet-là. Je pense que ça va être le plus grand défi du projet, plus que la construction en tant que telle. C'est de garder du stationnement, ouais. Donc, moi, j'ai déjà entrepris des démarches avec les gens de la ville de Sept-Îles pour voir qu'est-ce qu'il serait possible de faire aux alentours. Est-ce qu'on peut travailler sur les rues? Est-ce qu'on peut travailler sur des terrains avoisinants? Qu'est-ce qui est possible de faire là, pour améliorer le stationnement de nos usagers? Puis, il faut aussi travailler à l'interne. Je pense qu'on doit regarder à l'interne si on maximise l'utilisation de nos stationnements avec nos employés et notre clientèle. Donc, il va falloir tout regarder ça puis avoir un projet aussi pour améliorer la circulation autour de l'hôpital. Parce qu'on a déjà ramassé avec le projet d'agrandissement de Gustave-Gauvreau, la bâtisse qui appartenait aux Chevaliers de Colomb, qui était tout proche. Peut-être que la ville de Sept-Îles va vous dire, on vous donne l'hôtel de ville, faites du stationnement avec ça. Nous autres, on va s'en construire un neuf ailleurs. Ben, ça serait le fun qu'ils disent qu'ils vont nous la donner, mais je pense... C'est proche, ça serait accommodant pour vous autres de ramasser l'hôtel de ville? Oui, ça serait accommodant, mais je pense pas qu'ils vont nous faire un cadeau. Donc, dépendamment des coûts, ça pourrait être une solution, dépendamment du prix de vente, puis dépendamment aussi de ce qu'on va pouvoir faire dans le projet, parce que une construction d'un stationnement dans un projet, c'est pas nécessairement acquis. Il faut d'abord voir avec les réglementations municipales pour voir est-ce qu'on est vraiment en déficit de cases de stationnement selon les réglementations municipales. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui est projet de construction de stationnement, c'est rarement dans un projet de construction d'une unité clinique. Donc, il va falloir trouver des sous ailleurs pour construire le stationnement. Ouais. Est-ce qu'on risque, par ailleurs, Mme Mainville, d'avoir des mauvaises surprises, là, un bâtiment qui date des années 60, c'est quand même pas si vieux que ça, là, pour un hôpital. Il est pas vétuste quand même, le bâtiment, là. Non, le bâtiment ici, il est quand même en très bon état et le ministère a d'ailleurs fait les évaluations avec les cotes là, qu'on a entendues, surtout
surtout dans les écoles là, A, B, C, D, là, E. Là. Notre bâtiment tourne autour du B et du C. Et quand on regarde la désuétude de nos bâtiments, c'est pas vraiment dans l'infrastructure, c'est plus dans les systèmes mécaniques ou les systèmes de plomberie. Donc, à ce moment-ci, il n'y a pas de crainte ou de risque à avoir pour aller construire l'urgence sur notre bâtiment existant. Et là, on parle quand même d'une dépense de 45 millions de dollars. Est-ce qu'au terme de tout ça, là, à quelque part en 2021, on améliore les services, quoi? On ajoute des services? Je pense aux ambulances, par exemple. Là, il y a une entrée où déjà on a peu d'espace. Il y en aura peut-être de la place pour 2 ambulances en même temps, quoi? Dans les faits, on va y aller selon les normes qui sont prescrites dans les constructions d'urgence. Donc, les salles vont être normées et adaptées aux urgences d'aujourd'hui quand ils sont construites. Par rapport au garage d'ambulance, c'est ça qui va être selon les normes pour une ambulance. Pour 2, peut-être pas, dépendamment du flux qu'on a au niveau des ambulances qui rentrent chez nous. S'il y a du volume, ben à ce moment-là, ça va être évalué. Mais tout va être en fonction du volume, va être en fonction des services qu'on doit offrir, puis en fonction des normes de bâtiment. Et ce qu'on entend souvent parler, c'est les délais qui sont longs à l'urgence à l'hôpital de Sept-Îles. Là, est-ce que c'est le genre de choses qu'on pourra améliorer? S'il y a plus d'espace, on ne sait pas s'il va nécessairement y avoir plus de personnel, mais ça va être quand même beaucoup plus fonctionnel. Là, c'est ça le but. Oui, exactement. Moi, je peux pas vous Donc, dire ça peut jouer sur les délais quand même. Mais ce que je peux dire, c'est que les gens vont avoir un espace qui va être beaucoup mieux adapté pour être capable de faire le travail de façon plus efficace avec une très belle organisation de travail. En terminant, Mme Mainville, les premières étapes, c'est quoi, là? Il y a quand même plein de choses à faire en termes d'ingénierie, des plans et devis, d'architecture. On sera pas en chantier avant 2 bonnes années au moins, là. Oui, exactement. Puis les premières étapes, c'est de reviser ce qu'on avait fait depuis plusieurs années au niveau de l'urgence. Donc, le mandat est déjà donné à des architectes qui vont évaluer si les besoins sont encore les mêmes parce qu'on avait fait notre projet en 2007, 2008 et 2012. Donc, ils vont mettre à jour ces données-là. Ils vont retravailler un peu le blocage d'espace et par la suite, les gens de la SQI vont faire les travaux au niveau des plans. Nathalie Mainville, je rappelle que vous êtes directrice des services techniques et de l'hôtellerie au Centre intégré de santé et de services sociaux. On va vous souhaiter bonne chance dans toute cette planification. Il y a quand même des défis là-dedans, hein? Vous avez parlé de celui du stationnement. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres également. Alors, bonne chance avec ce projet de 45 millions à l'urgence de l'hôpital de Sept-Îles. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Côte-Nord. Attitude. L'événement des 10 jours Mazda, ça donne le goût d'aller voir ça. J'ai hâte de voir ça. Jusqu'à 4500 $ de rabais à l'achat au comptant. 4500 $? Il faut que j'aille voir ça. Et 0% au financement à l'achat jusqu'à 84 mois sur modèle sélectionné. 0%? Ah ben là, je m'en vais voir ça. Et le système de navigation intégré sans frais. Le système de navigation? Hey, bougez pas, je m'en viens. Ou un crédit sur les accessoires d'origine Mazda. Ben, je vois bien ça maintenant que je suis là. Les 10 jours Mazda, c'est jusqu'au 31 mars. Des conditions s'appliquent, détails chez votre concessionnaire Mazda. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Eh bien, on va parler avec une étudiante qui est originaire de Sept-Îles, Stéphanie Pitre, qui vient de vivre une expérience politique assez exceptionnelle, Valérie. Oui, tout à fait. Elle s'est rendue du 6 au 9 mars à la Chambre des communes à Ottawa pour participer à l'événement Les héritières du suffrage. On lui parle ce midi. Bon midi, Stéphanie. Bon midi. Dis-nous, c'est quoi cet événement-là, les héritières du suffrage? Vous étiez plusieurs, là, vous étiez plus de 300 à participer à cet événement-là. Oui, en fait, on était 338 jeunes femmes âgées entre 18 et 23 ans. Puis, c'est un événement organisé par À Voix égale, qui est un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir la parité des femmes en politique, des hommes et des femmes. C'est un organisme qui est présent partout au Canada, mais c'est très récent qu'on le voit au Québec. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de l'événement. C'est un organisme multiparti. Donc, on était 338 jeunes femmes, mais de tous partis confondus. Puis le seul intérêt qu'on avait, c'est pas le seul, mais l'intérêt qu'on avait en commun, c'était de promouvoir l'élection de plus de femmes et dans les postes de pouvoir et en politique. Oui, parce que toi, tu milites beaucoup là-dessus. T'es une féministe, tu l'affirmes haut et fort, engagée. Ça bien sûr, ça coïncide avec la Journée internationale du droit des femmes qui avait lieu le 8 mars dernier. On véhicule peut-être un peu que l'égalité, on l'a atteint, puis que le travail, il est fait. Mais toi, avec cet organisme-là, puis avec cet événement-là, ce qui ressort, c'est que non, faut continuer à se battre pour l'égalité.
Oui, ben, je trouve ça drôle que vous en parlez justement hier avec la nouvelle de l'homosexualité d'Éric Duhem. Il y a encore un tollé comme quoi que c'est des sujets pour lesquels on aurait pu militer, comme quoi qu'au Québec, l'égalité est atteinte, il n'y a plus de combat à faire, ça sert plus à rien. Mais moi, je réponds à ça que c'est pas parce qu'on vit pas l'oppression, c'est pas parce qu'on la voit pas que ça n'existe pas. Puis oui, on est vraiment chanceux au Québec, mais c'est pas partout comme ça, puis il existe encore des différences systémiques entre les hommes et les femmes. Je pourrais parler, par exemple, du fait, on en a parlé un tout petit peu avec un petit lab, mais pourquoi au Québec, on coupe beaucoup dans les secteurs de la santé et de l'éducation, quand de l'autre côté, avec des plans comme le plan Nord, on mousse les métiers traditionnellement masculins. Donc, c'est comme si d'un côté, on coupe dans les métiers où est-ce qu'il y a le plus de femmes, de l'autre côté, on mousse les métiers où est-ce qu'il y a le plus d'hommes, puis en même temps, on ne permet pas aux uns ou aux autres d'accéder au métier. En politique aussi, avec cet événement-là, les héritières du suffrage, je pense que tu as pu constater également que la place des femmes en politique, elle est là, mais il y a encore du chemin à faire quand même. Oui, il y a vraiment pas beaucoup de femmes en politique. En fait, si on parle juste à l'Assemblée nationale du Québec, c'est moins du tiers des femmes qui sont des députés au Québec. Tandis qu'au Canada, on parle de peut-être un peu plus de 25% qui sont des femmes. Donc, non, on peut pas dire qu'on a obtenu la parité. Mais quand je dis parité, c'est pas nécessairement 50%, ce serait juste au moins plus de représentation parce que quand on est des jeunes et qu'on regarde quel métier qu'on voudrait faire plus tard, c'est ça qu'on a tendance à regarder autour de nous, qu'est-ce que nos voisins, qu'est-ce que nos parents, qu'est-ce que notre famille font comme métier. Puis non, effectivement, il n'y a pas beaucoup de femmes en politique. Stéphanie, non seulement tu as participé à l'événement, mais tu as participé de façon très active parce que tu as été choisie parmi les 16 femmes qui allaient prononcer un discours à cet événement-là. Il parlait de quoi, ton discours? En fait, j'ai parlé de mon sujet de recherche. C'est que je suis à la maîtrise en technologie éducative, mais à côté de ça, je fais aussi des études, ça s'appelle microprogramme en études du genre. Donc, j'ai présenté mon travail à l'Organisation des héritières du suffrage, puis eux, ils m'ont choisi pour aller présenter devant le comité permanent de la condition féminine. Donc, je posais la question, pourquoi au Canada du 21e siècle, les hommes gagnent 29% de plus que les femmes? Donc, je parlais justement du fait que les femmes doivent gérer une double contrainte. Donc, on leur demande de se comporter comme des hommes dans un monde professionnel conçu par eux, qu'en même temps, on leur demande de rester féminines. Donc, souris, sois jolie, mais en même temps, prends ta place, mais pas trop. Donc, ça, c'est quoi qu'on vit encore beaucoup. Il y a aussi la conciliation travail-famille. Donc, le fait que quand on a des enfants en bas âge, ben, c'est surtout les femmes qui tendent à arrêter le travail ou à travailler à temps partiel. Donc, ça joue beaucoup sur l'expérience au milieu de travail. Puis aussi, si on regarde les garderies, ben, aussitôt qu'on a à faire un choix entre payer pour la garderie ou couper sur un des salaires, ben, c'est le salaire le moins haut qui va écoper. Puis comme c'est encore les femmes qui gagnent le salaire le moins haut, ben, c'est souvent celles qui vont décider de demeurer à la maison. Puis là, je dis pas que c'est mauvais, mais je dis juste que c'est pas juste que dans la décision, ce soit toujours la même logique qui opère. Il y a aussi le fait que les horaires atypiques puis l'éloignement, ça complique la conciliation travail-famille, surtout pour les femmes. Puis sur la Côte-Nord, étant donné qu'il y a beaucoup de métiers en type fly-in, fly-out, ben, les deux parents ne peuvent pas faire ce type de métier-là. Fait que c'est souvent un des deux qui va pouvoir le faire, pas l'autre. Il y était une époque où les femmes en politique devaient s'impliquer dans un mouvement qui s'appelait les suffragettes. C'était pour le droit de vote des femmes. Là, ça fait une centaine d'années de ça. Mais les héritières du suffrage, on voit qu'il y a encore du chemin à faire là, pour l'égalité. C'est la prochaine cause des femmes en politique, finalement. Oui, ben en fait, on parlait du 100e anniversaire de l'entrée des femmes en politique. Donc, on parlait pas, par exemple, de l'anniversaire du droit de vote des femmes ou même du droit de vote des femmes autochtones. Ça, c'est beaucoup plus tard que ça s'est passé. Puis, dans l'événement aussi, ça s'est parlé beaucoup, le fait que on a une loi sur l'équité salariale au Québec, mais la même loi n'existait pas au Canada. Donc, on te sent très engagée, Stéphanie. Tu étudies présentement à l'Université Laval et peut-être un retour sur la Côte-Nord, peut-être pour travailler à ces égalités-là? Oui. Moi, c'est sûr que je reviens à cette île. En fait, mon cœur est attaché à la Côte-Nord. Donc, je vais continuer mes études à distance. Il m'en reste pour à peu près 1 an. Puis, j'ai dans l'intention de militer avec les partis qui existent déjà sur la Côte-Nord, mais aussi peut-être instaurer un chapitre d'avoir égal sur la Côte-Nord.
Donc, on va surveiller ça. Oui, vraiment, on va surveiller ça, tes avancées, Stéphanie Pitre, là-dedans. Merci beaucoup de nous avoir jasé en direct à Côte-Nord Attitude ce midi. Merci à vous. Bonne journée. Attitude. Du lundi au vendredi à 9h40 et 16h45, Aluminerie Alouette présente En bref chez nous, une émission consacrée aux organismes à but non lucratif. Aluminerie Alouette vous permet d'en apprendre plus sur les activités organisées par des gens de chez nous. En bref chez nous, à 9h40 et 16h45. Présenté par Aluminerie Alouette. Aïe aïe, Sophie, t'as des paparazzis qui te suivent. Ben oui, toi. Madame, vous êtes radieuse. Quel est votre secret? Ouais, je suis ta meilleure amie. Oh, tu me croiras jamais. Dis-le donc. Je me suis offert des soins du visage, un lifting sans chirurgie, j'ai peaufiné ma silhouette, je me suis réinscrite au gym et je me suis fait faire une coiffure de star. Seigneur, ça a dû te coûter un bras? Ben non, regarde, j'ai encore mes 2 bras grâce à la boutique Attraction. T'as plein d'offres à 50% du prix partout à travers le Québec. Toutes les femmes en rêvent et moi, j'en fais une réalité. Boutiqueattraction.com, 100% plaisir pour 50% du prix. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Pour conclure notre émission Côte-Nord Attitude, on parle avec un monsieur qui est fier de sa belle réussite cette fin de semaine, le gala de boxe du club Lady Era à Port-Cartier, un franc succès avec 500 personnes dans l'assistance, de l'ambiance, des combats de qualité également. Alain Bourassa, bonjour. Bonjour. Fait que tu peux être fier de ta soirée samedi, là. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié, hein? Oui, on est fiers de ce qu'on a réalisé, on est fiers de nos boxeurs, on est fiers de nos partenaires, nos bénévoles, puis on est fiers de Port-Cartier. Oui, il y a eu des moments forts, Alain, le public était au rendez-vous, ben là où on a le plus apprécié, c'est peut-être le combat d'Alain Desrosiers, c'est ça? Oui, Alain, c'est un combat de maître, là, c'est Alain, 49 ans, il s'est battu contre un gars de Chicoutimi, 43 ans, ce qu'on appelle les maîtres, là, au niveau de la boxe, là, ça a été tout un combat. Beau combat, des gars en forme, des gars qui maîtrisent leur discipline, puis ils ont donné un bon spectacle, puis la foule était là pour les supporter, donc ça a été le combat de la soirée. Oui, donc il y a des combats, il y avait plusieurs adultes qui combattaient, il y avait quelques jeunes également, hein, le club, à la base, on prend les jeunes à partir de 10-12 ans? C'est ça, exactement. On avait 14 combats, on avait 5 combats de jeunes, on avait ce qu'on appelle les juniors de 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans, puis après ça, on avait les adultes, on avait des combats de filles aussi. Donc, on avait une belle carte de boxe. Bon, et tout ça, c'est bien encadré. Hein? On a les estrades qu'on utilise au cela, ça s'est rempli. C'était une soirée qui s'est bien déroulée, hein? Oui, une belle soirée, puis une belle ambiance, puis aussi tout le setup, la manière qu'on présente les gars-là, c'est sans prétention, là, c'est des gars-là de haut niveau. Tous ceux qui viennent là, de l'extérieur, qui viennent voir nos gars-là, ils sont agréablement surpris. On avait un invité d'honneur, là, Kevin Bizier, un boxeur de professionnel qui s'est retraité en 2016. Puis avec son équipe de boxe, là, ils ont été agréablement surpris de voir nos installations. Oui. La manière qu'on présente notre spectacle, là, c'est vraiment un spectacle à la base. Là. Oui, comment ça fonctionne, Alain? On est avec une fédération, le club, le Lady Era, là, je pense que le Nordic Fight Club à Sept-Îles aussi, là, qui a une section boxe et une section arts martiaux. On fait partie d'une fédération pour organiser ce genre de choses-là, là. Ben, à la base, c'est une discipline olympique, donc c'est une fédération de boxe olympique. Ça, c'est comme toute discipline olympique, donc il y a des règles, il y a l'éthique, ça prend des formations, différentes choses là, pour devenir un propriétaire d'un club, puis les entraîneurs, la même affaire, il faut des certifications. Donc c'est la base, donc c'est une discipline olympique, puis c'est bien structuré, puis c'est bien encadré pour les jeunes, la même affaire, ça prend une équipe médicale, ça prend des médecins présents sur place, puis c'est un défi, ça, hein, pour les organisateurs. Faut toujours avoir un médecin dans une salle quand on organise un gala de boxe. Il y a des endroits où c'est compliqué. Oui, il y a des endroits où c'est plus compliqué. C'est pour ça que nous, on est chanceux du côté de Port-Cartier. On a l'appui du corps médical. Là. À chaque fois, on a la possibilité d'avoir des médecins, puis c'est très important. Tu peux pas faire de gala de boxe si t'as pas de médecin. Donc, c'est très important. On avait la même bois qui était là lors du gala, puis on avait infirmière sur place. Donc, le corps médical est important, puis la fédération l'oblige, faut que tu passes un examen médical avant de commencer à boxer. Oui. Faut que ça soit validé le soir du gala. Donc c'est très sérieux, là, c'est pas n'importe quoi, là. C'est bien encadré, c'est sérieux, c'est une discipline olympique, comme je disais, là.
C'est donc les jeunes sont bien encadrés. C'est pas des bombes là comme on a déjà vu dans le temps de Ouellette puis tout ça à Jonquière entre autres. C'est bien organisé puis il y a de la discipline là-dedans aussi. Oui. La rigueur, la discipline, c'est très bien encadré. C'est une belle fédération. Il y a plus de 100 types de boxe au Québec. Des galas de boxe, il y en a 2-3 par fin de semaine dans la province. Donc, c'est très actif au niveau de la boxe olympique au Québec. Et là, la réputation de Port-Cartier est en train de se faire. Ça fait combien d'années, le Lady Era? Tu me disais que le gala de samedi, là, ça a vraiment été votre meilleur. On s'améliore à chaque fois. On en a fait quoi? Quelques-uns déjà, là? Ça fait 4 ans qu'on a parti la discipline à Port-Cartier, puis c'est notre 5e gala sur une plage de 2 ans et demi. Et là, c'est sûr qu'on s'améliore à chaque fois. Là, je vous dirais que là, on atteint pas mal ce qu'on peut dire, là, le top quality. Là. Donc, on est vraiment au maximum de ce qu'on peut faire. Donc, ce qui reste à faire, c'est de convaincre les gens de continuer à nous supporter là-dedans, puis peut-être de prendre la formule qu'on a mis en place puis de l'exporter graduellement. Oui. Et là, il y a d'autres événements qui s'en viennent avec le Lady Era. On est allé vous voir à la base plein air les Goélands il n'y a pas si longtemps pour parler de la fondation pour la santé Lady Era. Là, il y a l'activité cabane à sucre. C'est dans la fin de semaine de Pâques. Ça s'en vient? C'est ça. C'est dans 3 semaines, là, pas tout à fait un mois. Donc oui, ça s'en vient à grands pas. Là, ça va sortir là, graduellement. On est en train de mettre ça en place. Donc, fin de semaine de cabane à sucre sur la Côte-Nord, à Port-Cartier. On va recevoir les gens, un bon repas. Vous avez eu la chance d'y goûter. On va avoir des activités sur place. Puis le but de tout ça, c'est d'aider dans le domaine de la santé du côté de Port-Cartier. Puis les objectifs qu'on s'est fixés, là, on est convaincus qu'on va les atteindre. Donc, il y a une belle équipe encore dans ce volet-là qui s'implique. Puis le dynamisme de Port-Cartier est à l'action. Oui. Et le club Lady Era s'implique aussi avec la Maison de la Famille, le CPA et maintenant la Fondation pour la Santé. C'est ce qu'on appelle de la boxantrophie. On va en faire de plus en plus, donc des dons comme ça ou des activités là à vocation sociale avec une cause derrière. Ben l'objectif, c'est toujours la même approche qu'on a. Nous, on dit si on donne, on va recevoir en retour. Donc nous, on va chercher des partenaires, on aide des partenaires, on aide la communauté. S'il y a de la boxe à Port-Cartier, c'est parce qu'il y a des gens qui participent, qui nous encouragent. De l'autre côté, nous, on essaie de redonner. Puis, chaque événement qu'on met en place, c'est toujours avec des partenaires. Des choses ne sont pas seules, il faut avoir des partenaires. Puis, la philanthropie active, c'est ce qu'on appelle la philanthropie active. C'est moins passif qu'avant. Donc, les gens veulent s'impliquer, les gens veulent participer. Il y a des gens comme nous, il y a des gens qui viennent boxer, mais qui nous appuient et qui nous aident à ramasser des sous. Il y en a d'autres qui vont être des bénévoles. C'est la même affaire du côté de la Fondation. C'est la même approche qu'on prend en créant des activités puis amenant les gens à participer avec nous. Puis, ça crée une synergie. Puis, les gens qui... les commanditaires puis les gens qui veulent donner, ils se sentent plus impliqués. Puis, ce qu'on appelle... la philanthropie active, puis nous, on utilise la boxanthropie parce que nos boxeurs nous aident, puis nous, en retour, on dit êtes-vous prêts avec nous autres à ce qu'on redonne dans la communauté? Puis les gens nous répondent oui, donc tout le monde est là quand c'est le temps de mettre les efforts pour créer des événements, puis on est chanceux, on fait notre chance, hein? Ouais. On réussit quand même à faire des belles choses puis avoir des bons résultats. Bravo Alain, c'est une belle implication sociale par la même occasion pour le club de boxe. Prochain événement, prochain gala, on prévoit ça quand là? Il y en aura pas d'autres peut-être à l'automne quoi? Oui, on prévoit ça pour l'automne, novembre là. Novembre 2017, là, c'est sûr qu'il va y avoir de la boxe à Port-Cartier, un événement. Là. On est à préparer ça avec nos gens, donc à moins qu'il y aurait des événements majeurs, mais jusqu'à date, nos boxeurs sont intéressés à continuer, puis on a une belle équipe d'entraîneurs. On a aussi fait un précédent ce coup-ci, on avait un invité d'honneur, donc on l'a bien reçu. Ça va être une belle carte de visite pour nous dans le futur pour avoir des invités d'honneur, pour être capable de démontrer que sur la Côte-Nord, on peut bien recevoir. Donc, on a fait un beau précédent avec ce gars-là. On est bien fiers de ça, puis on espère être capable d'avoir une continuité puis d'exporter notre formule. Bravo Alain Bourassa. On a déjà hâte en novembre. Peut-être qu'entre-temps, il y aura un gala de boxe du côté de Sept-Îles. Ça pourrait arriver, ça aussi. On va sûrement s'impliquer du côté du Lady Era si ça arrive. Oui, sûrement. On va essayer de donner un coup de main puis d'aider les gens là, à avoir une formule gagnante. Alain Bourassa du club Lady Era, la boxe à Port-Cartier, ça marche bien. Un gros merci pour l'entrevue en direct ce midi. Ça fait plaisir.
Et Valérie Dionne, un gros merci pour la co-animation à Côte-Nord Attitude. Demain, mercredi. C'est encore toi qui vas être là demain. On a fait des changements cette semaine. Tommy nous a aidé hier pour qu'on puisse faire un direct là avec le passage d'un porte-parole de Champion Iron au centre des congrès pour une conférence. Et demain, Valérie sera de nouveau avec nous. Tommy sera de retour jeudi. Voilà, ça complète cette émission Côte-Nord Attitude. Au revoir tout le monde.